suis née en Normandie. J'avais des parents vraiment libres qui, justement, eux, avaient été extrêmement contris, je peux dire ça, dans leur jeunesse, où mon père a été éduqué dans un catholicisme et une chrétienté très puissante, où on allait à la messe le dimanche, et où il avait un père qui fouettait au martinet à la moindre connerie, donc un peu des gens rigides. Et ma mère a eu des parents témoins de Jéhovah à une époque. Donc je pense que les deux, quand ils ont quitté leur famille très tôt, ils se sont barrés, ils ont lâché toutes ces conneries. Du coup, j'ai pas été baptisée, j'ai pas eu de communion, j'ai pas eu tous ces machins-là. Ils m'ont dit que j'aurais le droit de choisir tout ce que je voulais. Mais c'est vrai que du coup, j'ai une maman qui avait besoin de m'éduquer là-dessus parce qu'elle considérait qu'elle avait beaucoup trop manqué d'éducation sexuelle pour pas me donner ça. J'ai ce souvenir de ma mère qui me met devant la glace, et elle est elle-même devant la glace, et elle monte sur son corps à elle un clitoris, le sexe de la femme, comment c'est beau, comment c'est important que ce soit quelque chose de personnel à partager qu'avec une personne que tu aimes. Donc j'avais vraiment, déjà une vision de la chose sans tabou, quoi. On parlait d'amour, on pouvait parler de sexe. Avec mon père, quand j'étais plus âgée, vers 10-12 ans, on a commencé à faire de la blague de cul à table avec mon père. Et la blague grasse avec mon père, c'est toujours un kiff, quoi. J'ai peut-être eu ce souci où justement j'étais plus une amie étant fille unique. Et je me suis retrouvée à connaître leur vie sexuelle, quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je veux pas dire d'une vie de couple, parce que je sais qu'à 40 ans, mon père a arrêté de bander, ma mère a avorté, que ça a été un désastre dans leur vie à eux deux. Et ça me fait juste complètement battriper de me dire que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas dû baiser ensemble, quoi. Et moi, ça m'oppresse déjà, quoi. Mais du coup, j'ai su leur vie et je savais des choses que j'aurais pas dû savoir en tant qu'enfant. Et je pense qu'à une époque, j'ai trop parlé aussi de ma vie sexuelle à mes parents, et je considère qu'ils auraient pas dû savoir. D'ailleurs, la dernière fois que je suis rentrée de voyage, ma mère m'a dit « J'ai mis tous tes jouets, en parlant de mes sextoys, dans ce sac, hein, comme ça, il n'y a personne qui pouvait tomber dessus. » Je dis « Oh, c'est super sympa, maman. » Et là, elle m'a dit « Je les ai même pas essayés. » Voilà, c'est ma mère et moi, quoi. On est vraiment libres dans la famille, mais des fois, ça peut être gênant. À suivre sur arteradio.com. J'avais 6 ans et j'habitais en Normandie. Ma petite voisine d'à côté, elle s'appelait Mélanie, c'était une jolie petite blonde. Et on passait des heures et des heures juste à frotter notre sexe contre des peluches et des poupées. On savait qu'il fallait pas faire ça, mais en même temps, on pouvait pas s'empêcher de finir toujours dans le grenier, à se toucher chacune l'une à côté de l'autre, sans jamais qu'on se touche. Et de là, après Mélanie, il y a eu Marion. Marion, c'était une brune qui avait 2 ans de plus que moi. Et genre, l'image que j'ai d'elle, on est en train de ramasser des moules sur la plage de Normandie. Autant te dire qu'on a un caouet et des bottes. Et on avait cette énorme peluche qui devait faire ma taille, limite. Et chacune notre tour, on s'inventait une histoire avec genre l'homme qui nous sauve ou l'homme qui va nous prendre. Genre déjà, on faisait des beaux scénarios. Et c'était des heures à se frotter contre cette énorme peluche. Elle avait une très grosse tête et l'idée c'était de monter sur elle et genre à cheval, à califourchon, et de se frotter le pubis très fort contre cette peluche qui était tellement grande que ça pouvait donner la sensation d'avoir quelqu'un en dessous de soi finalement. Vers 8 ans à peu près, quelque chose comme ça, j'ai déménagé, j'habite maintenant en Lorraine. C'est beau, c'est gris, je connais personne et j'ai une voisine qui s'appelle Jennifer. On jouait chacune se touche dans son lit et finalement moi je venais toujours finir par mettre ma langue sur son clitoris et par jouer avec son sexe. Moi je jouais avec le mien, mais je trouvais qu'au bout d'un moment ça faisait mal et puis c'était plus rigolo d'aller toucher chez elle. Donc 8-9 ans, mes premiers cunis avec Jennifer. Et finalement c'est les après-midi où les parents te laissent tranquille, tu joues, tu t'occupes et ils viennent pas te voir, quoi. C'était ni secret ni tabou, ça se faisait naturellement, mais on n'en parlait pas parce qu'on savait que ça devait pas se savoir, parce que je pense que si nos parents l'avaient su, ils auraient peut-être pas forcément pris ça de manière libre. Avec toutes ces filles, je pense que ce qui m'attirait concrètement, c'est vraiment le fait qu'au bout d'un moment, une fois que tu t'es frotté une fois et que tu as cette espèce de petit picotement qui revient facilement,
Pareil, quand t'as envie de faire pipi très fort le soir avec tes petites filles, tu sens déjà que ça contracte des choses dans ton vagin et dans ton périnée, et t'as déjà cette espèce de pulsion, quoi. Et je pense que c'est juste retrouver cette espèce de sensation, assez bêtement, et trouver quelqu'un en face qui est ouvert à ça aussi, quoi. Et je sais pas, j'ai une odeur particulière, tu sais, cette odeur de petite fille négligée où ça sent entre l'urine et le sexe féminin. Et des fois, quand j'ai cette odeur à nouveau, je pense toujours à cette image de Jennifer et moi dans ma chambre. C'est mon petit clitoris de Proust. Quand j'ai plus revu Jennifer, je crois qu'après, j'ai plus eu de rapport avec mon clitoris pendant très longtemps. Et ça a été plus dans l'objet inséré que dans le clitoris massé. À suivre sur arteradio.com. J'habite en Lorraine, c'est gris, c'est froid et les rapports avec les gens sont particuliers. Tout mon collège, j'ai pas du tout été attirée envers qui que ce soit. Et du coup, quand je suis arrivée au lycée, j'ai dû apprendre à être grande parce que j'étais la plus jeune. J'ai dû sortir de mon monde imaginaire, sortir de ma bulle, être plus sociable, etc., etc. Et tout le développement personnel d'une gamine de 15 ans, quoi. Les garçons, c'est pas venu facilement chez moi. J'avais très très peur de faire l'amour pour la première fois. Je voulais pas, parce qu'en même temps, je trouvais que tout de suite, il y avait le côté, je sais pas, cette espèce d'ambiance un peu prince charmant, princesse charmante, qui me collait pas du tout à la peau. Puis j'avais très peur de m'attacher, j'avais très peur du regard de l'autre. Je savais pas du tout comment gérer tout ça. Et du coup, ma toute première fois avec un garçon, avant même que je sorte avec des garçons, du coup, ouais, à 17 ans et quelques, dans un festival complètement bourré, j'ai décidé de chauffer un mec qui avait un très bel accordéon. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à l'emmener dans sa tente. Sauf qu'une fois qu'il m'a pénétrée, je lui ai serré la main, je lui ai dit merci beaucoup et je suis partie. Un truc super drôle, je suis sortie de la tente en criant à tout le festival « Je suis plus pucelle !» Je voulais pas que ce soit dans l'amour, je voulais pas que ce soit dans une histoire où là là, où tout est beau, où ah là là, c'est merveilleux, on est ensemble depuis tellement longtemps, maintenant on pourrait passer ce cap-là. C'était des choses qui me terrifiaient et qui me paraissaient pas non plus être obligatoires. J'ai continué dans le jeu couche bourré avec des gens que je ne connais pas, parce que c'était plus simple à gérer pour moi à ce moment-là. Donc ça a duré un bon bout de temps et je crois que ça a mis vraiment du temps à ce que j'ai des expériences vraiment... Je pense que la première fois que j'ai fait l'amour vraiment pour la première fois, c'est venu très tard, j'avais 19 ans. Déjà plus jeune, alors que j'étais encore vierge. C'était un mot bizarre. J'avais déjà une réputation avec moi. Je faisais déjà beaucoup de blagues de cul. J'étais déjà assez sans tabou parce que j'ai une maman qui m'a élevée sans tabou par rapport à ça. Mon papa aussi. Qui me tient... qui me colle au cul, j'ai envie de te dire. Cette aura sexuelle, on me le dit souvent. J'avais envie peut-être de jouer avec ça et c'était aussi avec du recul. Je crois que vraiment, j'avais besoin aussi de me prouver que j'étais capable de le faire. Avant de coucher pour la première fois, j'ai passé pas mal de temps à faire des fellations à des gens, dans des soirées, à des potes, parce que j'avais envie de m'entraîner, parce que j'avais envie de savoir comment on faisait, parce que j'avais envie... Je pense que le jour où je serais peut-être le bon en face de moi, je pourrais dire « Hey mec, tu vois, je peux faire, je sais, je gère, quoi. » Sucer sans les mains, sucer en branlant et sucer en massant les couilles en même temps, c'est comme 3 exercices différents. Et c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure du temps, finalement. À suivre sur arteradio.com. La manière dont je rencontre les gens... Dernièrement, je me suis rendu compte que je m'étais jamais inscrite sur un site de rencontre déjà. Donc, ça va être des gens que je vais rencontrer dans une soirée. Ou alors, facilement, les transports en commun. Moi, le RER, le TGV, tout ça, c'est... J'aborde toujours les gens facilement. J'ai toujours envie de parler aux gens. Et je trouve toujours un moyen de
de trouver quelqu'un avec qui je pourrais discuter le temps d'un trajet. Une des personnes que je fréquente en ce moment et que j'apprécie fortement d'ailleurs, je l'ai rencontrée dans un TGV durant l'été et simplement je l'ai abordée parce qu'il est en train de lire un livre que j'avais déjà lu et voilà, les choses se sont faites naturellement. Et encore aujourd'hui, j'ai pris le TGV et j'ai fini par parler de 3 heures avec un mec avec qui on a parlé de tous les plans cul qu'on a eu dernièrement et entre autres grâce au TGV. Et genre, il m'a juste demandé du tabac pour pouvoir se rouler une clope et j'ai fini par lui donner mon numéro avec mon adresse en lui disant si un jour t'as envie de passer, hésite pas. Ça m'a jamais porté de mauvais moments, quoi. Donc, il s'est jamais rien passé de mauvais, en tout cas, sur tous ces trucs-là. Donc, c'est que je dois avoir une bonne étoile ou je dois avoir un bon feeling, au choix. Actuellement, vu que je sors d'une relation assez longue, 2 ans et demi, je crois que j'avais besoin de beaucoup de liberté et puis, du coup, en ce moment, j'ai plein de plans cul, de plans baise, de plans potes, de plans sex friends et j'essaye d'organiser tout ça dans un petit planning, plus ou moins complexe. Ça donne que des fois, tu restes 2 heures et tu dis: désolé, il faut que j'enchaîne ma journée». C'est assez fou et ça me va plutôt bien, je crois. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie, qui ont le goût de juste prendre le temps de faire de la bonne baise et du coup après il faut s'organiser. Il y a différents plans cul déjà, c'est tellement compliqué. Il y a déjà la plupart de mes bons potes, j'ai couché avec. Pas tous, mais beaucoup. Du coup, déjà il y a le plan cul avec qui t'es pote, avec qui du coup t'es pas forcément obligé de coucher avec et t'es capable de parler de tout, autant de ses autres plans cul, que de savoir ce qu'il fait dans sa vie, de qui il est amoureux, enfin, finalement, il y a vraiment aucun tabou, finalement, c'est un plan cul et que c'est un pote à la fois. Et ça veut dire que tu peux même partir en soirée avec et chacun peut aller voir qui il veut dans la soirée. C'est un côté vraiment cool. Il y a le plan baise vraiment d'une nuit, tu baises, quoi. T'as baisé une fois et c'est cool, quoi. Après, tu peux te revoir ou pas et tu t'en fous, en fait. C'est pas ça l'important. T'as passé une bonne nuit, quoi. Après, je pense que tu peux être déçu parfois et là, t'y retournes pas, c'est tout. Il faut savoir partir vite le matin. Non, je ne prendrai pas de café, je vais y aller. Et après, t'as le plan cul qui va rester aussi ad vitam, tu sais, celui que tu revois même des années après et que ça peut évoluer ou pas. Genre, j'ai pas mal de vieux plans cul, faut que j'arrête de dire vieux plans cul, j'aime pas ça. De plans cul qui finalement ont évolué en plus ou moins couple, quoi. Genre, mon dernier copain, ça a été un plan cul pendant longtemps et au bout de 6 ans, il m'a dit: moi, j'en ai marre d'être juste un plan cul qu'on se voit une fois par an, quoi. Voilà, donc on s'est mis 2 ans et demi en couple. À suivre sur arteradio.com. Il y a des gens qui ont des passions, clairement. Il y a des gens qui aiment la pétanque, il y en a qui aiment le football, il y en a qui sont fans de jeux vidéo. J'ai un pote, il arrive chez quelqu'un, il parle de la clim parce que son métier c'est être climatiseur et qu'il a toujours des choses à raconter sur une clim. Écoute, c'est fantastique. Moi, c'est sur du cul. Depuis la vingtaine, j'ai eu le goût de m'enseigner autour du sexe, d'avoir une culture du sexe en fait. Dernièrement, j'ai encore appris un mot, irrumation, quoi. Irrumation. Je sais même pas comment décrire ça. C'est quand tu fais une fellation à un homme et c'est l'homme qui impose son rythme par les mouvements de son bassin. Donc en gros, il baisse ta face, quoi, clairement. Jizz up, le fait d'éjaculer en anglais, en argot américain. Je l'aime bien aussi, jizz up. C'est un peu, ça sonne quelque chose de sale et de jazz en même temps. Je sais pas, ça me fait bien ce mot. J'ai plein de bouquins sur la culture et le sexe, quoi, qui sont liés à ça. Pourquoi on est fétichiste du pied, pourquoi certains sont fans de sodomie, pourquoi d'autres vont vers la scato, pourquoi certains sont urophiles, quoi. Je veux dire, bon, qu'est-ce qui t'amène à ça, quoi? Et c'est comme un savoir infini, et c'est comme quand tu lis du Sade, ou comme quand tu lis du Virginie Despentes, ou c'est comme quand tu lis du Manara, ou quand tu lis tes premiers hentai. C'est des choses où t'as quand même un apport différent et c'est nourrissant en même temps en plus. Et c'est excitant aussi.
C'est vrai que les hommes ont différentes éjaculations. Je vais commencer par les éjaculations parce que c'est là que je trouve que c'est plus intéressant. Vraiment, il y a l'éjaculation banale, tu sais, celle qui est là pour se vider, se purger, que je trouve atroce. Et d'ailleurs, ça me fait mal à mon ego. À chaque fois, je suis là, mais t'as éjaculé, mais ça se voit que t'as pas pris de plaisir. Et pour moi, c'est monstrueux. T'as l'éjaculation où t'as le petit plus de plaisir, et là, tu vois que ça commence à se détendre. T'as aussi les hommes qui sont pré-éjaculateurs. J'ai jamais trouvé ce que c'était. En fait, ils mouillent avant d'éjaculer. Ils ont déjà un espèce de pré-éjaculat. Et après, ils éjaculent. C'est très très fort ça. Du coup, tu sais déjà qu'ils vont éjaculer quand tu les as en bouche parce que tu as déjà ce pré-éjaculat qui arrive. Il y a aussi le fait que tous les hommes, non pas tous, mais beaucoup d'hommes fassent l'escargot quand ils sont très excités et qui commencent déjà à produire ce petit produit qu'ils font l'escargot du bout de leur bite. Là, je trouve ça toujours aussi mignon, moi. Je trouve ça excitant et mignon à la fois. Il y a tellement d'éjaculations et le meilleur, c'est quand tu vois le moment où l'homme arrive à avoir ces éjaculations de folie avec... Alors je ressens pas pour eux, mais c'est limite un orgasme. Le moment où ils voient des étoiles, le moment où ils ont la tête qui tourne, quand ils n'arrivent plus à rester assis, quand tu les vois certains qui crient comme des fous, parce qu'il y a ceux qui sont vraiment très expressifs. C'est vraiment toujours un moment de bonheur et c'est particulièrement quand même quand ils éjaculent dans ta bouche. Après, concernant la forme des bites, bah ça c'est infini. Il y a même, c'est comme les vagins, c'est comme les sexes féminins, entre les petites lèvres, les grosses lèvres, celle qui dépasse pas, celle qui est plus fripée, plus claire, avec ou sans poils. Mais après, moi ce qui me passionne plus, c'est les couilles, quoi. Je trouve ça génial, les couilles, comment ça peut tourner pendant des heures sur elles-mêmes pour rester à une bonne température, pour que les petits spermatozoïdes y restent tout bien. Et tu les regardes bouger comme ça. Et pendant des heures, je peux regarder ça. Puis quand ça se rétracte, quand ça prend du plaisir, t'as l'impression de voir un... Je sais pas, c'est vraiment comme un être vivant, quoi, qui serait en train de bouger sur lui-même. C'est un peu plus alien, quoi. Puis il y en a des toutes petites comme des noisettes. Puis t'as des grosses couilles pleines comme des grosses noix. Ça, c'est vachement plus cool que les bites. Parce que les bites, finalement, bon, ça reste un gland et un corps caverneux et spongieux. À suivre Je trouve que ouais, les couilles sont bien plus intéressantes, finalement. sur arteradio.com. Les hommes manquent de technologie au niveau des sextoys, on pense rarement au plaisir masculin. Enfin, quand j'en parle avec eux, ils ont beaucoup essayé, que ce soit le cul ou la chatte en plastique, ça n'a pas l'air fantastique vraiment, de ce que j'ai eu comme retour. Et quand je vois des outils comme ça pour la femme, je me dis que, ok, certes, la femme est peut-être rabaissée dans tous les sens du terme, mais on a quand même des magnifiques outils pour nous, quoi. Alors ma mallette, j'ai toujours une petite mallette, elle est toute petite pour l'instant, j'ai bien l'intention de l'agrandir parce que c'est super agréable d'avoir des petits jouets qui sont faciles à transporter. Ça c'est mon bijou, c'est mon bébé, il est toujours avec moi celui-là. Toujours, je suis pas un week-end, il est dans ma poche, quoi. Ça s'appelle le Womanizer W500. Alors, donc t'as le petit bouton on-off en cristal de Swarovski, t'as 8 puissances et clairement ça a la forme d'un petit galet avec un petit embout suceur qui ne vibre pas, contrairement à ce qu'on croit, qui fait vraiment juste aspirer, sucer, quoi. Ça fait... Et clairement, c'est un aspirateur à clitoris, il n'y a pas d'autre mot. Tu veux l'entendre ? J'utilise tous les soirs pour dormir. Je peux pas m'en passer, c'est limite, c'est vraiment addictif. Depuis que je l'ai acheté, je ne lis plus parce que le soir, au lieu de lire, je préfère me toucher. Ça me fait des frissons rien que d'en parler. Les premières fois, la première puissance m'a suffi. Puis vraiment, comme une drogue, au bout d'un moment, t'es obligé d'augmenter. J'ai aussi le moment où il a fallu que je le double. C'est-à-dire avec un dildo, un god. Mais c'est assez magique. Du coup, si tu veux entendre la 8e puissance, c'est juste la folie parce que... Donc moi, j'ai vraiment pas été au-delà de ces puissances-là parce que ça sert à rien personnellement. J'en suis pas encore là. Ça te donne envie, non ? Du coup, finalement, une fois que t'es contenté sexuellement, personnellement, tu vas peut-être moins aller choper. Bon, c'est ma théorie personnelle. Le premier venu. Et du coup, non, c'est celui qui me donne des orgasmes facilement, tout simplement, et qui me permet de dormir bien la nuit, quoi. À suivre.
sur arteradio.com. J'ai deux visions du sexe. En premier lieu, j'ai le cul expérimental, le cul pour s'amuser, le cul pour apprendre, le cul pour aller plus loin, pour aller plus profond. T'es juste dans la création avec l'autre finalement presque, puisque chaque binôme que tu formes est différent et tu feras jamais le même sexe avec une personne avec une autre. Même si tu finiras toujours par déboutonner la personne et par la fourrer dans ton vagin ou dans ta bouche, et que ça reste assez répétitif, j'ai pas d'autres mots. Et après t'as vraiment le sexe avec amour, et là c'est juste une explosion. Je crois que j'ai pas d'autres mots, ça reste dans la magie et dans l'explosion, et c'est pas la même chose que le cul récréatif. J'oppose vraiment le sexe amour et le cul récréatif. J'ai juste pas de tabou là-dessus, quoi. Après, ça veut pas dire que t'as pas de tabou, que t'as pas des désirs précis, que t'as pas des envies précises, que t'as pas aussi l'envie d'un lien, d'un feeling, de tout ce qui va avec, quoi. T'as pas juste envie de baiser pour baiser tout le temps, quoi. Et contrairement à avant, maintenant j'ai vraiment beaucoup plus besoin qu'on vienne me toucher mon clitoris, qu'on vienne me mettre des doigts, qu'on joue au tiroir-caisse, qu'il y ait tout ça qui vienne en plus, parce que juste une bite dans un vagin, je faisais très bien savourer, et ça m'allait très bien, et maintenant j'ai besoin d'un peu plus de fioriture. Avec combien de personnes j'ai couché dans ma vie? Je dirais plus de 50. Je pense que j'en suis pas à plus de 50. J'ai jamais compté. Après 36, je me suis arrêtée. J'ai trouvé que 36, c'était un bon chiffre pour s'arrêter, quoi. Physiquement, ce qui m'attire chez un homme ou chez une femme. Alors chez un homme, parce que dernièrement, j'ai pas connu de femme depuis un bon bout de temps, donc j'aurais du mal à en parler. Et après, je suis capable de regarder une femme et me dire, cette femme, je la trouve très très belle et elle m'attire. Pour autant, en ce moment, c'est pas le mojo que j'ai. Et du coup, chez un homme, ce qui m'attire, ça va être un regard qui sent le cul. Ça va être un sourire carnassier. Ça va être une manière d'être. Ça va être aussi des gestes un peu maladroits. J'aime bien les choses un peu maladroites. J'aime bien aussi les gens où tu sens que il y a quelque chose à aller chercher derrière tout ça. Mais c'est pas un physique en lui-même. Il peut être blond, il peut être brun, il peut être gros, il peut être maigre. Il peut être poilu ou pas. C'est vraiment pas des choses qui comptent pour moi. Je crois que ça fait trop longtemps que j'ai pas eu une femme pour pouvoir décrire ce qui m'attire chez une femme. En soi, ça va être la même chose. Ça va être un regard, un sourire. C'est quand même une manière d'aborder quelqu'un. Ça va être aussi chez une femme beaucoup plus. Ça va être la voix. J'aime beaucoup les voix des gens. Je trouve les voix un peu graves qui sonnent. Chez un homme aussi, les voix qui ont une tonalité de folie, là, c'est des choses qui me... À suivre sur arteradio.com. On a tous des moyens différents d'aborder un groupe social, et moi c'est toujours dans la blague de cul, et il paraît qu'il faut que j'en fasse un peu moins. Je me suis fait reprendre par 3-4 amis dernièrement, comme quoi il fait que je fasse attention, qu'est-ce que je disais, à qui. Je suis capable d'arriver dans une pièce avec des gens que je connais pas, et au bout de 10 minutes faire une blague sur la sodomie, et faire insérer là-dedans une histoire personnelle, alors que je ne connais absolument personne dans la pièce, qui peut mettre un terrible malaise, et moi ça me fait énormément rire. J'ai toujours été comme ça, et j'essaye d'apprendre à faire plus attention. Parce qu'en plus, une fois que t'es lancé, c'est un peu comme un mécanisme automatique, tu vois. Chaque mot que quelqu'un dit sera forcément un mot sexué. Je pense que par rapport à l'image des hommes sur moi, c'est assez contrasté. Je pense que forcément, vu que j'ai pas de tabou et que je parle peut-être trop d'ailleurs de cul, tu peux avoir une image de premier abord qui peut être assez violente, j'ai envie de dire presque. C'est la meuf qui a juste envie de se faire prendre, de se faire défoncer et qui attend que ça, alors que... Moi, si j'ai pas de feeling, et de toute façon, si j'ai pas envie de toi, je vais pas aller vers toi, quoi. C'est pas parce que
t'aimes le cul, c'est pas parce que t'as envie de cul, c'est pas parce que tu baises autant de fois que tu veux dans ta journée que tu vas baiser avec n'importe qui. Ça reste un choix. Je crois que je suis pas féministe, je veux juste être sur le même pied d'égalité qu'un homme, donc je vais pouvoir baiser comme un homme, je vais pouvoir parler de cul comme un homme, je vais pouvoir le vivre comme un homme, de manière mécanique. Après tout, quand je fais de la baise pure, je suce pour mouiller, je baise, c'est une bonne baise et point final, exactement comme un mec qui viendrait, qui bande et il se tire sa meuf et voilà. Je sais bien que c'est pas beau, j'utilise le terme petit poney, je peux utiliser le mot casse-croûte, je peux utiliser le mot viande sur barbecue pour parler de mes plans cul, pour rigoler. Pour autant, j'ai un respect total pour les personnes avec qui je suis. D'ailleurs, tu veux me sodomiser, je vois pas pourquoi je pourrais pas te sodomiser aussi si t'es OP, quoi. Je veux dire, sans que ce soit quelque chose ni de rabaissant, ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que tant que c'est fait dans le respect, ce serait toujours chouette. À suivre sur arteradio.com. Fauve disait, on fait l'amour comme on s'essuie, et c'est pas totalement faux. À certains moments, tu fais du sexe, c'est un peu machinal, tu le fais déjà dans un couple parce que tu te dis, bon, bah, à un moment donné, ton couple va plus ou moins bien, ça fait un certain temps, etc. Il suffit que le sexe aille pas forcément bien, et tu le fais parce que ça fait longtemps que t'as pas fait l'amour et que ça serait bien, et t'en as pas forcément l'envie, et tu te dis, bon, bah, l'appétit vient en mangeant, hein, voilà. Donc, bah, faut se forcer un peu, puis finalement, ça passe, quoi, mais c'est vrai que c'est pas toujours ah, j'ai envie de toi, viens, on se désire, on va faire l'amour comme des fous. Après, souvent, moi, j'avoue que si je commence par une fellation, je mouille, donc mon envie de cul, elle est là. Donc, si j'ai pas forcément tout de suite le tilt quand je vois une personne, de toute façon, si en le suçant déjà je mouille, c'est que je suis bien partie. Et après, voir le désir de l'autre qui monte, voir la tête qui se renverse, voir les frissons que tu peux faire en lui touchant le torse avec tes mains. Voir le plaisir de l'autre, tout simplement, c'est déjà le début de ton propre désir, quoi. Le plaisir, je sais pas, j'ai eu des plans baise où on s'est pas embrassé, où on s'est à peine parlé, et ça a été des très bons plans baise parce que, bah, je crois que mon plaisir, je le prends en voyant l'autre déjà prendre du plaisir. Vraiment, ma base, c'est ça. Si j'ai pas ça, je me rappelle être sortie avec un mec pendant quelques temps qui ne faisait aucun bruit, qui était tellement stoïque que ça en venait bizarre. Et t'as un mec en face de toi qui réagit pas, et moi, ça me refroidissait tellement que je lui ai dit un jour, mais il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Je sais pas. Et des expressions de visage, exprime-toi avec des bruits vocaux, n'importe lesquels, fais quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai revu des années plus tard et il se démerdait mieux là-dessus, quoi. Mais ça me paraît tellement important, le plaisir de l'autre qui procure ton propre plaisir, en fait. C'est sentir l'homme qui bande, c'est sentir quand tu prends en bouche un sexe qui est mou et que tout d'un coup tu arrives à le faire durcir et sentir l'excitation de l'autre en toi. Voir l'autre éjaculer, prendre du plaisir. Et chez une femme, c'est pareil. Quand tu commences à lui prendre les seins, quand tu commences à toucher ses fesses et voir cette excitation qui peut monter aussi facilement qu'avec juste des caresses, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça, finalement? Mon plus gros pied, je crois que vraiment, ça a été quand je suis amoureuse. Quand je suis amoureuse, bah, c'est là où tu as une harmonie totale, finalement. Tu vois la personne en face de toi, elle te regarde avec des yeux qui brillent, tu la regardes avec des yeux qui brillent, t'as confiance, tu t'aimes, et tout d'un coup, les deux corps se mélangent. Ça peut être dans la baisse, dans l'amour, dans le côté complètement ultime. Tu peux aller super loin. Et c'est fort en émotion, quoi qu'il en soit, et c'est plein d'amour. Tu sais que c'est dans le respect et que ça peut partir autant en câlin qu'en hard. Et c'est des jouissances de folie, quoi. C'est rare, malheureusement, mais quand c'est là, c'est beau. De toute façon, quand ça me manque, je fais des rêves érotiques et je me réveille le matin avec les doigts qui sentent la mouille et mes petites culottes qui sont en bas de mes pieds. Donc déjà, mon inconscient travaille de lui-même. À suivre.
suivre sur arteradio.com. La fois où je me suis dit plus jamais, ça a dû m'arriver quelques fois quand même. Il n'y a pas eu qu'une fois où je me suis dit plus jamais, je pense. Des fois où t'as pas forcément envie et tu finis par faire les choses et le lendemain tu regrettes et tu te sens limite sale. Même dans une relation de couple où t'es en amour et finalement un soir t'as pas envie et tu te dis bon c'est pas grave, ça va passer. Et qu'au final tu fais l'étoile de mer et que c'est juste atroce et que t'aurais voulu que l'autre s'en rende compte et finalement c'est du mauvais sexe. Ouais, faut savoir dire non en fait. C'est toutes les fois où j'ai pas su dire non à certains moments parce que je me suis dit que ça allait bien ou l'excitation allait venir ou alors que c'était pas grave. En fait, c'est les pires des choses que j'ai pu faire quoi. C'est pas savoir dire non à certains moments quoi. Après, j'ai arrêté de boire il y a 5 ans et ça a pas mal sauvé la mise pour moi parce que quand tu bois, tu te souviens pas et t'es tellement désinhibé qu'au final tu fais des choses que t'es pas forcément pour de base, ou tu finis par baiser avec un mec qui t'attire pas forcément, mais tu te dis qu'après tout, pourquoi pas. Et au final, le lendemain, tu te réveilles, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Ben après, tu prends tes affaires, tu t'en vas, c'est pas grave, quoi, mais faut... Ouais. Entre alcool et pas savoir dire non, c'est les deux choses que je regrette d'avoir fait dans ma vie. Ou je regrette ou pas, mais qui sont faites et que j'espère ne plus jamais refaire. À suivre sur arteradio.com. Depuis peu, j'ai du coup découvert que je pense que toutes les femmes peuvent être des femmes fontaines. En tout cas, faire une éjaculation féminine, c'est possible. Moi, j'ai découvert ça il y a 2-3 mois, là. C'était assez fou parce que j'en parlais avec un collègue, par hasard, dans une soirée, qui me disait « Mais si, tu mets 2 doigts au fond du vagin de la fille, et là, tu sais, sous la vessie, il y a un petit point rugueux, et tu viens le chatouiller, et tu fais l'effet tiroir-caisse. Donc, tu fais un mouvement avant-arrière, et t'es sûr que, au bout d'un moment, déjà, ça te fait mouiller en masse. Donc là, tu commences déjà à avoir un approvisionnement de cyprine assez fou. Et si tu fais ça bien, et que t'es assez excité, parce qu'au début, ça peut être très désagréable, donc il faut déjà être en montée d'excitation. Et là, tout d'un coup, bah, tu peux clairement éjaculer, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'étais avec un petit jeune que j'avais décidé de lui faire apprendre ce que c'était le sexe. C'est atroce ce que je dis, mais c'est vrai. 23 ans. Et il avait une bite recourbée, vraiment vers l'intérieur. Et du coup, quand je lui ai monté dessus, il tapait pile sur ce point, qui est appelé de point G. Jusqu'à présent, j'ai toujours dit que le point G n'existait pas. Et finalement, je suis montée sur ce jeune homme et au bout de quelques va-et-vient, j'ai juste clairement fait une flaque énorme qui a inondé le lit. J'aurais dû prendre une alaise, quoi. C'était complètement fou et j'étais là, mais c'est quoi ça? Alors ça m'était arrivé 1 ou 2 fois il y a très longtemps, mais vu que j'étais bourrée à ces époques-là, c'est des choses qui me sont passées à travers. Et là, ça faisait quelques fois que je répétais l'opération, mais j'avais jamais eu un éjaculat aussi puissant, aussi fou, quoi. Et en fait, du coup, j'ai été chercher plus loin. Donc ça passe par la vessie, c'est de l'urée diluée. Et c'est la glande de Skene qui est activée. Voilà, c'est quand même les petites choses à savoir parce que moi, du coup, je me suis renseignée. Je suis là, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Donc, quand même, clairement, on pisse à moitié sur le mec. Déjà, j'étais là, wouhou! Et j'ai répété l'opération avec un jeune homme de 24 ans aussi, en mouvement tiroir-caisse, du coup, sur ce petit point. J'étais sur le mur et j'ai clairement éjaculé à terre, une flaque.
Je l'ai laissé d'ailleurs, j'ai pris des photos à chaque fois parce que je trouve ça cool. Je les ai envoyées à mon meilleur ami pour lui montrer. Hey, regarde ce que je peux faire moi. À suivre sur arteradio.com. Ma configuration idéale pour moi, mais ça fait longtemps que je sais ce que c'est... J'aimerais vivre avec un couple. J'ai même pas forcément envie de faire l'amour forcément avec les deux. Si jamais j'ai des contraintes par rapport à ça, je suis prête à les accepter. Ce serait la configuration parfaite parce que c'est déjà être en couple sans y être. Donc il y a le côté posé qui te permet d'avoir quelque chose de stable. Donc t'as une maison avec un couple, et même s'ils font des enfants ensemble, ça peut être plus ou moins tes enfants. Vivre dans cette espèce de train-train qui est quand même très agréable. Être même la zone tampon d'un couple, être parfois le moment où ils peuvent parler, se décharger autant des moments intenses, de tout ça, quoi. De même garder les enfants quand eux, ils ont envie de se faire une soirée à eux, quoi. Et à côté de ça, avoir toute la liberté sexuelle que tu veux, parce que t'as pas de contraintes envers personne, parce que on finit toujours par avoir des attentes, par avoir un moment où t'as envie que l'autre t'appartienne. Quelles que soient tes pensées, on a toujours ça au fond de nous. C'est instinctif. Le couple, c'est une belle configuration si ça marche. Mais je connais pas beaucoup de couples qui marchent. J'en connais quelques-uns et je les admire parce que j'admire les couples qui marchent, qui arrivent à fonctionner, qui se remettent en question en permanence, qui sont capables de dire bah là ça bug, qu'est-ce qu'on est capable de trouver comme solution? Comment on fait pour avancer tout simplement et continuer à s'aimer, continuer à se désirer, malgré qu'on a des enfants, malgré qu'on a un travail, malgré qu'on a cette routine. Et c'est rare ces couples-là et je leur tire mon chapeau. Mais pour moi, ça me paraît encore quelque chose de très compliqué, même si je rêve d'être amoureuse. Le secret, c'est que je rêve d'être amoureuse. Je rêve de trouver quelqu'un avec qui je pourrais jouir tout le temps, avec qui j'aurais envie d'être dans ses bras, de sentir son odeur et de jamais plus avoir envie de regarder quelqu'un d'autre, de jamais plus avoir envie de ces pulsions purement sexuelles, où je pourrais juste comme ad vitam aeternam me dire c'est l'homme de ma vie, ou même c'est la femme de ma vie. Trouver quelqu'un avec qui tu arrives à partager un quotidien, à partager les soirées, que tu peux présenter à tes amis, avec qui tu peux avoir une sexualité libre et épanouie, et qui dure. Et en plus de ça, avec qui tu pourrais parler de tout et de rien, ça me paraît utopiste, mais je suis sûre que ça doit se trouver quelque part. Hein. Faut juste avoir le bon consensus et le bon moment et le bon timing de vie, j'en sais rien. Ça doit se trouver. Moi et les gens que je connais qui sont un peu comme moi, on est juste des éternels insatisfaits. On a toujours besoin de plus, on veut toujours mieux et on rêve toujours plus grand. Et c'est là que le bas blesse, quoi. Si on n'était pas des éternels insatisfaits, ça se passerait mieux. Arte Radio. Point. Com.